Je m'appelle Damien, j'ai 24 ans, et je viens de remporter le prix national du jeune innovateur pour mon algorithme révolutionnaire. Alors que je quittais la scène, serrant mon trophée, j'ai aperçu mon frère Tyler dans la foule. Sa mâchoire était tombée, incrédule. C'est drôle comme la vie fonctionne. Il y a seulement un an, ma famille n'avait pas pris la peine d'assister à ma remise de diplôme universitaire. Pourtant, ils ont pris l'avion pour parcourir 4800 km pour la fête d'anniversaire de mon frère. Alors que je m'apprête à vous raconter comment la trahison de ma famille est devenue ma plus grande motivation, dites-moi d'où vous regardez et si vous avez déjà dû vous reconstruire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de dépassement des défis de la vie. Ayant grandi dans un quartier moyen de Boston, j'ai toujours cru que nous étions la famille américaine parfaite. Mon père, Harold, travaillait comme ingénieur dans une entreprise respectée, ramenant à la maison un salaire confortable qui nous permettait d'avoir une maison de 4 chambres avec un jardin. Ma mère, Margaret, enseignait en 5e année à l'école primaire locale, rentrant avec des anecdotes sur ses élèves qui nous faisaient rire pendant le dîner. En surface, nous avions l'air de la famille idéale, des parents travailleurs, 2 garçons en bonne santé, et un golden retriever nommé Rusty, qui nous accueillait à notre retour de l'école. Mais sous cette façade pittoresque, il y avait un déséquilibre que j'avais remarqué tôt, mais que je n'ai pu nommer que beaucoup plus tard. Mon frère Tyler, de 3 ans mon cadet, semblait vivre dans un foyer différent du mien. Alors que je vivais dans un monde où les réussites étaient attendues et les échecs scrutés, Tyler habitait un royaume où chacun de ses gestes était célébré et ses faux pas corrigés avec douceur. Damien, 98%. Qu'est-il arrivé aux 2% restants, demandait mon père, scrutant mon contrôle de mathématiques presque parfait. Pendant ce temps, les 85% de Tyler lui valaient des éloges enthousiastes et une sortie pour une glace. Cette dynamique s'est répétée tout au long de notre enfance. Mes récitals de piano étaient suivis d'une obligation polie, suivis de critiques sur ma posture ou mon tempo. Quand Tyler s'est mis au baseball, mes parents n'ont jamais manqué un seul match, applaudissant follement depuis les gradins, même lorsqu'il ratait sa frappe. Ils lui achetaient du matériel de pointe, tout en insistant sur le fait que ma clarinette d'occasion était parfaitement adéquate. Les fêtes d'anniversaire ont cristallisé la différence. Mon 16e anniversaire a été marqué par un gâteau standard et un cadeau modeste, une montre que mon père jugeait pratique pour un jeune homme. 3 ans plus tard, le 16e anniversaire de Tyler a été célébré par une fête dans le jardin avec 50 invités, un DJ professionnel, et les clés d'une Ford d'occasion mais bien entretenue que mes parents avaient secrètement restaurée. Ton frère a besoin de plus d'encouragement, expliquait ma mère lorsque je remettais en question ces disparités. Tu as toujours été si indépendant et motivé, Damien. Nous savons que tu réussiras quoi qu'il arrive. Leur confiance en mon autonomie est devenue leur excuse pour la négligence émotionnelle. J'ai appris à me conduire moi-même vers l'excellence académique, rejoignant chaque club et compétition susceptible de leur arracher une approbation. Boursier du mérite national. Un hochement de tête et un changement rapide de sujet. Première place au concours scientifique de l'État. C'est bien. Damien, as-tu sorti les poubelles? Durant ces premières années, Tyler et moi étions en réalité proches. Petit garçon, nous construisions des forts élaborés dans le jardin, inventions des langages secrets et nous défendions mutuellement contre les brutes du quartier. Il m'admirait, me suivant partout et mimant mes habitudes. Je lui ai appris à faire ses lacets, à faire du vélo et à résoudre des problèmes mathématiques simples. Mais à mesure que nous grandissions, et que le traitement préférentiel devenait plus prononcé, un fossé se formait entre nous. Tyler a commencé à accepter son statut d'enfant chéri comme naturel, montrant occasionnellement des éclairs d'arrogance qui irritaient même nos parents. Au lycée, nos conversations s'étaient réduites à des échanges superficiels sur l'école ou les corvées. « Pourquoi dois-tu toujours être si sérieux ?» me demandait-il lorsque je refusais de me joindre à ses amis pour des fêtes impromptues en semaine. « Maman et papa ne se soucieront pas si tu manques un devoir, mais ils se soucieraient si c'était moi. » Les standards pour nous existaient dans des univers parallèles. Tout au long du lycée, j'ai maintenu une moyenne parfaite de 4,0, j'ai été président du corps étudiant et j'ai fait du bénévolat 20 heures par semaine au musée des sciences locales. Mon bulletin scolaire et ma liste d'activités extrascolaires devenaient impressionnants. Pourtant, à la maison, ces réalisations n'étaient qu'un bruit de fond. La seule personne qui reconnaissait vraiment mes efforts était mon meilleur ami, Nathan. Il habitait 3 maisons plus loin et avait été témoin de cette disparité de première main au fil des années de sessions d'études après l'école et de sorties le week-end chez moi. Tes parents sont aveugles s'ils ne voient pas à quel point tu es exceptionnel,
m'a dit Nathan après avoir assisté à une réaction particulièrement dédaigneuse à mon admission à la National Honor Society. Un jour, ils regretteront de ne pas t'avoir apprécié. La maison de Nathan est devenue mon refuge. Ses parents m'invitaient souvent à dîner, s'enquéraient de mes réussites et montraient un intérêt sincère pour mes objectifs. Madame Peterson a même assisté à mon tournoi de débat alors que mes deux parents prétendaient être trop occupés, alors qu'ils étaient à la maison pour emmener Tyler voir un film avec ses amis le même soir. En terminale, j'avais accepté que ma valeur à la maison ne serait jamais correctement reconnue. J'ai canalisé cette blessure en détermination, postulant dans des universités loin de Boston, cherchant à la fois une distance géographique et émotionnelle de la famille qui semblait incapable de me voir. Quand le dossier d'acceptation épais est arrivé du California Institute of Technology avec une bourse d'études complète, je me suis senti vengé. Ce programme d'ingénierie prestigieux acceptait moins de 8% des candidats, et il me voulait assez pour couvrir la totalité de mes frais de scolarité. Je me suis précipité chez moi, lettre à la main, impatient de partager la nouvelle. Mes parents étaient dans la cuisine. Moment parfait pour mon annonce. Maman, papa, j'ai été accepté à Caltech avec une bourse complète, ai-je dit, essayant de contenir mon excitation en faisant glisser la lettre d'acceptation sur le comptoir. Mon père a levé les yeux de son journal. C'est en Californie, n'est-ce pas? Très loin. Ma mère a parcouru la lettre du regard. Une bourse? Eh bien, c'est pratique. Nous ne pourrions pas te payer des études dans un endroit aussi cher. Pas de félicitations, pas de fierté, aucune reconnaissance de cet exploit, juste des considérations pratiques et de subtils rappels des limitations financières qui n'avaient jamais semblé s'appliquer aux dépenses de Tyler. Le contraste est devenu encore plus frappant 2 semaines plus tard lorsque Tyler a intégré l'équipe de basketball junior universitaire. Mes parents ont emmené la famille dîner dans un steakhouse coûteux pour célébrer. Pendant le repas, ils ont discuté de la possibilité d'engager un entraîneur privé pour l'aider à développer ses compétences. L'addition de ce dîner dépassait $500, soit plus que ce qu'ils avaient dépensé pour mon cadeau de fin de lycée. Je suis parti pour la Californie avec un mélange d'excitation et de chagrin. La distance de 4800 km m'a offert à la fois une évasion et une perspective. Ma chambre de dortoir, bien que petite et partagée avec un inconnu, m'a semblé être le premier espace qui était vraiment à moi. La vie universitaire a été intense dès le début. J'ai équilibré des cours d'ingénierie rigoureux avec un travail à temps partiel au laboratoire informatique du campus. La bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas les dépenses courantes, j'ai donc travaillé 20 heures par semaine pour éviter de demander de l'argent à mes parents. Pendant ce temps, les dépenses de lycée de Tyler, de l'équipement sportif à la fête de bal, étaient couvertes sans discussion. Pendant ma première année, j'appelais à la maison chaque semaine. Ces conversations suivaient un schéma prévisible, de brèves questions sur mes études, de rapides mises à jour sur leur vie, et de longues discussions sur les dernières réalisations ou difficultés de Tyler. Progressivement, j'ai réduit ces appels à une fois toutes les 2 semaines, puis mensuellement. Personne ne semblait s'en apercevoir. Le tournant de mon expérience universitaire est survenu en 2e année lorsque j'ai suivi un cours avancé d'algorithme avec le professeur Edward Williams. Contrairement à la plupart des professeurs qui maintenaient une distance professionnelle avec les étudiants de premier cycle, M. Williams s'intéressait personnellement à ses étudiants les plus dévoués. Après avoir obtenu le meilleur score à son examen de mi-session notoirement difficile, il m'a invité à ses heures de bureau. Monsieur Walker, votre solution au problème d'optimisation de réseau était élégante, a-t-il dit, faisant référence à mon examen. Avez-vous envisagé des opportunités de recherche? Cette conversation a conduit à un poste d'assistant de recherche dans le laboratoire de M. Williams où j'ai travaillé sur des problèmes de pointe en matière d'efficacité informatique. Pour la première fois, j'ai fait l'expérience de ce que c'était que d'avoir mes capacités intellectuelles non seulement reconnues, mais célébrées. Le docteur Williams est devenu le mentor que j'avais toujours désiré, me mettant au défi, me guidant et montrant un intérêt sincère pour mon développement. Sous sa direction, j'ai contribué à un article de recherche publié dans une revue respectée d'informatique dès ma 2e année. Un accomplissement rare. Lorsque l'article a été publié, M. Williams a invité l'équipe de recherche à dîner et a porté un toast à nos contributions. À Damian, a-t-il dit, le verre levé, dont l'approche innovante de l'algorithme a rendu cette percée possible. J'ai failli pleurer. Personne n'avait jamais reconnu publiquement mes contributions de cette manière. Pendant ce temps, mes liens avec la maison devenaient de plus en plus ténus. Mes parents appelaient rarement, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose,
généralement un soutien technique pour leurs ordinateurs ou téléphones. Lorsque j'ai mentionné l'article de recherche publié, ma mère a dit « C'est bien, mon chéri », avant de lancer immédiatement une histoire sur la visite de Tyler sur le campus universitaire. Tyler avait commencé à chercher des universités, se concentrant principalement sur les écoles de la côte et avec des scènes sociales animées et des départements sportifs généreux. Mes parents l'ont accompagné lors de visites dans 5 universités différentes, publiant des photos de leur voyage en voiture pour les visites universitaires sur les réseaux sociaux. Il n'était venu me voir dans aucune école avant mon départ pour Caltech. Lorsque Tyler a finalement choisi d'aller à l'université de New York, mes parents ont couvert l'intégralité de ses frais de scolarité, son appartement à Manhattan et ses dépenses courantes. Nous voulons qu'il se concentre sur ses études, sans s'inquiéter de l'argent, a expliqué mon père lors d'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares. L'ironie du fait qu'il ne m'ait pas accordé la même courtoisie semblait leur échapper. Les visites pour les fêtes sont devenues des exercices d'endurance émotionnelle. Je rentrais à la maison pour Noël mes 2 premières années, en utilisant l'argent économisé grâce à mon travail sur le campus. Chaque visite renforçait mon statut d'outsider. Les conversations tournaient autour des expériences de Tyler, et même les parents semblaient programmés pour lui poser des questions détaillées tout en ne m'offrant que des politesses génériques. En 3e année, j'ai cessé de rentrer pour les vacances plus courtes. Lorsque j'ai décliné l'invitation à me joindre à la famille pour Thanksgiving, invoquant une date limite de recherche, personne n'a protesté ni même semblé déçu. Cette même année, j'ai découvert via les réseaux sociaux que ma famille était partie en vacances de printemps en Floride sans même m'en parler. Alors que ma famille de naissance s'éloignait, j'ai bâti des connexions qui ont comblé le vide émotionnel. Mon amitié avec Nathan est restée forte malgré la distance, grâce à des appels vidéo réguliers et des conversations honnêtes. Monsieur Williams m'invitait à des dîners de famille chez lui, où sa femme et ses filles adolescentes me traitaient comme un membre élargi de la famille. J'ai également noué des liens étroits avec d'autres étudiants en ingénierie qui comprenaient la rigueur de notre programme et la passion qui nous animait. Nous célébrions les anniversaires, formions des groupes d'études qui se transformaient en amitié sincère et nous nous soutenions mutuellement à travers les défis académiques et personnels. Pendant ma 3e année, j'ai fréquenté Jessica, une brillante étudiante en chimie, qui m'a aidé à comprendre que le traitement réservé par ma famille reflétait leurs limites, pas ma valeur. Ils t'ont assigné un rôle dans leur histoire familiale, m'a-t-elle dit lors d'une conversation tardive sur mes parents. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ce rôle. Tu peux écrire ta propre histoire. Bien que notre relation amoureuse se soit finalement terminée lorsqu'elle a été transférée pour terminer son programme au MIT, sa perspicacité est restée avec moi. J'ai commencé à me voir non pas comme le fils négligé en quête d'approbation, mais comme un adulte indépendant construisant une vie basée sur mes propres valeurs et objectifs. En dernière année, j'avais décroché un stage impressionnant dans une entreprise technologique de premier plan, ajouté 2 publications de recherche supplémentaires à mon CV, et obtenu le prix du département pour recherche exceptionnelle de premier cycle. Je construisais une vie et une carrière qui n'avaient besoin d'aucune validation de la part des personnes qui me l'avaient refusé si longtemps. La dernière année a défilé dans un tourbillon de projets finaux, d'entretiens d'embauche et de demandes d'admission au cycle supérieur. Bien que j'ai reçu des offres intéressantes de plusieurs entreprises technologiques, je restais indécis quant à mon chemin après l'obtention du diplôme. Ce qui était certain, cependant, c'était que je serais diplômé avec les plus hautes distinctions, reconnu comme le meilleur étudiant du département d'informatique. 3 mois avant la remise des diplômes, j'ai envoyé des invitations formelles à ma famille. Malgré notre relation tendue, une partie de moi espérait que cette étape significative leur gagnerait enfin leur fierté et leur attention. J'ai même appelé ma mère pour les inviter personnellement. Nous verrons, Damien, m'a-t-elle dit sans engagement. C'est un long voyage, et tu sais à quel point mais peut être chargé. Alors que la remise des diplômes approchait sans plan confirmé de la part de ma famille, j'ai relancé par un autre appel. Concernant la remise des diplômes, ai-je commencé. J'ai besoin de savoir si vous venez pour que je puisse organiser les billets. La voix de ma mère a pris un ton d'excuse que j'avais entendu tant de fois auparavant. Oh, Damien, je suis désolé, mais nous ne pourrons pas venir. Ce n'est tout simplement pas réalisable financièrement en ce moment avec l'économie et les primes réduites dans l'entreprise de ton père. L'excuse semblait suffisamment plausible. Voyager de Boston à la Californie n'était pas donné. Mais quelque chose dans sa voix a déclenché ma suspicion. J'ai insisté pour avoir des détails. Alors, personne ne vient. Même pas un seul de vous. Nous sommes tous si fiers de toi, a-t-elle éludé.
Mais cela n'a tout simplement aucun sens de dépenser des milliers de dollars en billets d'avion et en hôtel en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été le plus pratique d'entre nous. J'ai ravalé ma déception. Bien sûr, maman, je comprends. 2 jours plus tard, en faisant défiler Instagram machinalement, je me suis figé devant une publication de ma cousine Rachel. Elle montrait mes parents et Tyler à l'aéroport JFK avec la légende, en route pour New York pour le week-end. La fête d'anniversaire de Tyler va être épique. L'horodatage datait de ce matin-là. Il prétendait ne pas pouvoir se permettre d'assister à ma remise de diplôme universitaire, alors qu'il prenait l'avion à travers le pays pour la fête du 21e anniversaire de mon frère. Je me suis senti comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. La trahison n'était pas seulement qu'ils aient choisi de ne pas venir. C'était le mensonge. Le prétexte que les contraintes financières étaient le problème, plutôt que d'admettre simplement que je n'étais pas une priorité. La fête d'anniversaire de Tyler justifiait apparemment la dépense que ma remise de diplôme ne justifiait pas. Les mains tremblantes, j'ai fait des captures d'écran de la publication et de plusieurs autres qui sont apparues tout au long de la journée, ma famille s'enregistrant à son hôtel, faisant du shopping à Manhattan, dînant dans un restaurant haut de gamme. J'ai calculé le coût approximatif de leur week-end, facilement 3000 $ ou plus. Le jour de la remise des diplômes est arrivé sous un ciel californien parfait et un campus vivant d'excitation. Parents et familles se sont rassemblés, portant des fleurs et des ballons, rayonnant de fierté alors qu'ils localisaient leurs diplômés. J'ai marché seul jusqu'à la cérémonie, mon étole d'honneur et mes médailles me paraissant soudain lourdes autour du cou lorsque le doyen a prononcé mon nom, annonçant mon statut summa cum laude et mon prix départemental. J'ai balayé l'audience par habitude, sachant que je ne verrais aucun visage familier. Mais j'avais tort. Dans la foule se tenait Nathan, qui était venu de son programme d'études supérieures au Texas, et le professeur Williams, qui avait modifié son calendrier de conférences pour assister. Ils se sont levés et ont applaudi tandis que je traversais la scène. Leur soutien était une bouée de sauvetage au milieu de la mer de célébrations familiales auxquelles je ne participais pas. Après la cérémonie, alors que les familles prenaient des photos et se dirigeaient vers des dîners de célébration, je me suis retiré dans mon appartement avec Nathan et le professeur Williams. Ils avaient apporté du champagne et un petit gâteau, déterminés à ce que mon accomplissement ne passe pas inaperçu. À un talent exceptionnel et à la persévérance, a trinqué le professeur Williams, la communauté scientifique a de la chance de vous avoir, Damien. Plus tard dans la soirée, après leur départ, j'ai finalement appelé mes parents. Le bruit d'une fête résonnait en arrière-plan lorsque mon père a répondu « Damien, comment s'est passée la cérémonie ?» Son ton décontracté, comme s'il n'avait pas manqué l'un des jours les plus importants de ma vie, a allumé quelque chose en moi. « Vous m'avez menti, ai-je dit, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre de venir, mais vous êtes à New York en ce moment, dépensant des milliers de dollars pour l'anniversaire de Tyler. » Silence, puis défense. Et, attends une minute. C'est différent. Ceci était prévu il y a des mois, et Tyler avait vraiment besoin de cette célébration après son semestre difficile. Et je n'avais pas besoin de ma famille à ma remise de diplôme universitaire. Après 4 ans à travailler jusqu'à l'épuisement, tu as toujours été indépendant, Damien. Tyler a besoin de plus de soutien. Non, Tyler reçoit plus de soutien. Il y a une différence. La conversation s'est détériorée à partir de là. Ma mère a pris le combiné, sa voix tendue alors qu'elle m'accusait d'essayer de gâcher le week-end spécial de Tyler par égoïsme. Mon père a suggéré que je réagissais de manière excessive, que la remise des diplômes n'était qu'une cérémonie et que je devrais être assez mature pour comprendre que les finances familiales exigeaient des priorités. Je comprends les priorités, ai-je finalement dit. Et je comprends que je n'ai jamais été l'une d'entre elles. Cela s'arrête aujourd'hui. Ne me contactez plus. J'ai raccroché, bloqué leurs numéros et les ai supprimés de tous les réseaux sociaux. Le dernier message que j'ai reçu venait de Tyler. Belle façon de tout ramener à toi, encore une fois. Maman pleure maintenant. Tu dois toujours être si dramatique au lieu de simplement être heureux pour moi pour une fois. Cette nuit-là, seul dans mon appartement, entouré de boîtes emballées alors que je me préparais à quitter l'université, je me suis permis de ressentir tout le poids du rejet de ma famille. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, pleurant non seulement leur absence ce jour-là, mais aussi les années d'amour conditionnel et de traitement inégal. En pleurant, le chagrin s'est durci en résolution. S'ils ne voulaient pas faire partie des réussites de ma vie, je construirais une vie si réussie qu'ils regretteraient éventuellement leur absence.
Après l'obtention du diplôme, j'ai accepté un poste d'ingénieur logiciel chez Nexus Innovation, une start-up prometteuse à San Francisco développant des systèmes intelligents éco-énergétiques. L'entreprise n'était pas aussi prestigieuse que certains des grands géants de la technologie qui m'avaient offert des postes, mais elle offrait quelque chose de plus précieux, l'opportunité d'avoir un impact significatif dans un domaine en pleine croissance. J'ai trouvé un petit appartement fonctionnel à Oakland, faisant la navette 40 minutes à l'aller et au retour pour économiser sur les loyers astronomiques de San Francisco. L'espace était entièrement à moi. Pas de colocataire, pas de compromis, pas besoin de m'adapter aux préférences ou aux habitudes de quelqu'un d'autre. Après des années à essayer de gagner une approbation qui n'est jamais venue, créer un espace qui ne reflétait que mes goûts me semblait révolutionnaire. La première nuit dans mon nouvel appartement, entouré de cartons déballés et de boîtes de plats à emporter, j'ai écrit des objectifs spécifiques sur un bloc-notes. Professionnel, développer une technologie qui fait une différence significative dans la vie des gens. Atteindre le poste d'ingénieur principal dans les 2 ans. Breveter une innovation originale. Personnel, construire des relations authentiques avec des personnes qui m'apprécient. Traiter et guérir du traumatisme familial. Apprendre à définir le succès selon mes propres termes, pas par validation externe. Ces objectifs sont devenus ma feuille de route alors que je naviguais dans la vie sans les liens familiaux que la plupart des gens tiennent pour acquis. Les fêtes étaient les plus difficiles au début. Lorsque les collègues me demandaient mes projets pour Thanksgiving ou Noël, je devenais expert en réponses vagues qui évitaient les réactions de pitié. Ma première semaine chez Nexus m'a fait rencontrer Marcus Reynolds, le directeur technique qui allait devenir un allié inattendu dans mon développement professionnel. Lors de notre première réunion individuelle, il a examiné mes projets universitaires et mes articles de recherche avec un intérêt sincère. Votre travail d'optimisation d'algorithmes est impressionnant, a-t-il noté, faisant référence à la recherche que j'avais menée avec le professeur Williams. Nous avons des défis d'efficacité dans notre architecture système actuelle auxquels votre approche pourrait aider. En moins d'1 mois, Marcus m'a assigné à un projet critique visant à réduire la consommation d'énergie des systèmes d'automatisation domestique de l'entreprise. L'équipe existante peinait avec des problèmes de performance qui entraînaient une décharge trop rapide des batteries des appareils. Le problème présentait une application parfaite pour mon axe de recherche. Je vous donne 2 semaines pour analyser le système et proposer des solutions, m'a dit Marcus. C'est une chance de faire vos preuves rapidement. Je me suis plongé dans le défi, travaillant tard dans la nuit et les week-ends. Lorsque j'ai présenté mes conclusions et la solution proposée, les ingénieurs seniors ont d'abord résisté à mon approche, se demandant si un nouveau diplômé pouvait résoudre un problème qu'ils tentaient de régler depuis des mois. Le problème ne réside pas dans les protocoles de transmission, ai-je expliqué, affichant mon analyse sur l'écran de la salle de conférence. Il réside dans la manière dont le système met en file d'attente et regroupe les commandes. Ma solution réduit les cycles de réveil inutiles de 67%. Marcus a soutenu ma mise en œuvre malgré le scepticisme de l'équipe. Lorsque la solution s'est avérée fructueuse lors des tests, réduisant considérablement la consommation d'énergie, j'ai gagné le respect de l'équipe d'ingénierie et une reconnaissance précoce de la part des dirigeants de l'entreprise. Ce succès professionnel a fourni une validation externe. Mais mon paysage interne nécessitait une reconstruction plus délibérée. Sur la recommandation d'un collègue, j'ai rejoint un groupe de soutien pour adultes traitant de l'éloignement familial. Chaque mardi soir dans le sous-sol d'un centre communautaire, j'étais assis en cercle avec d'autres dont les histoires familiales faisaient écho à des aspects des miennes. Il y avait Laura, dont les parents l'avaient rejetée après qu'elle ait choisi une carrière artistique plutôt que l'entreprise familiale. Michael, dont les frères et sœurs l'avaient systématiquement exclu des événements familiaux après un désaccord concernant les soins de leur père. Sophia, dont le narcissisme maternel avait déformé toutes les relations familiales. Dans leurs expériences, j'ai trouvé la validation que ma décision de couper les ponts n'était pas une réaction excessive, mais un acte nécessaire de préservation de soi. La coordinatrice du groupe, Rachel, était une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Après 3 séances, elle m'a suggéré que je pourrais bénéficier d'une thérapie individuelle. Les schémas que vous décrivez, la dynamique bouc émissaire divisée de l'enfant d'or, l'approbation conditionnelle, le gazage concernant vos expériences, ce sont des composantes classiques de la négligence émotionnelle, a-t-elle expliqué. La thérapie individuelle pourrait vous aider à traiter ces expériences plus profondément. J'ai commencé des séances hebdomadaires avec le docteur Lillian Parker, une thérapeute stricte qui m'a aidé à comprendre comment mon enfance avait façonné mes réactions au stress, à la réussite et aux relations. Le docteur Parker m'a initié à des concepts tels que l'hyperindépendance,
le perfectionnisme en tant que réponse traumatique, et la tendance à rechercher la validation par la réussite. Vous avez essayé de gagner un amour qui aurait dû être donné librement, a-t-elle observé lors d'une séance. C'est pourquoi aucune réussite n'est jamais tout à fait suffisante. Parallèlement à la thérapie, j'ai construit une routine de pratique d'auto-soin qui ont progressivement transformé mon bien-être. Chaque matin commençait par 30 minutes de course le long du front de mer d'Auckland, suivi de 10 minutes de méditation. Les soirées comprenaient de la lecture, non pas des manuels techniques ou des livres de développement professionnel, mais de la littérature qui élargissait mon vocabulaire émotionnel et ma perspective. Malgré ces changements positifs, le doute et la solitude m'assaillaient encore à des moments inattendus. Certaines nuits, je me retrouvais à hésiter au-dessus de mon téléphone, le doigt prêt à débloquer les numéros de mes parents, me demandant si les couper complètement n'avaient pas été trop extrêmes. Les fêtes ont apporté des vagues de souvenirs et de chagrins qu'aucun rassemblement de famille choisi ne pouvait dissiper entièrement. Durant ces moments de faiblesse, je relisais les captures d'écran de ma famille à New York pendant ma remise de diplôme, me rappelant que la douleur du non-contact était moindre que la douleur de continuer à chercher l'approbation de personnes peu disposées à la donner. 6 mois après ma nouvelle vie, Nexus a reconnu mes contributions par une prime de performance et une promotion au poste d'ingénieur principal, une avancée qui nécessitait habituellement au moins 2 ans dans l'entreprise. Mon projet avait réduit les coûts de fabrication tout en améliorant la satisfaction des clients grâce à une plus longue autonomie des produits de l'entreprise. Votre solution est devenue un argument de vente pour toute notre gamme de produits, m'a dit Marcus lors de mon évaluation de performance. La direction a remarqué. Alors que ma réputation professionnelle grandissait, mes connexions personnelles aussi. Nathan est venu du Texas, logeant dans ma chambre d'amis pendant une semaine et m'aidant à explorer la région de la baie en tant que véritable résident plutôt qu'en touriste. J'ai maintenu des contacts réguliers avec le professeur Williams, qui m'a mis en relation avec d'anciens étudiants travaillant maintenant dans diverses entreprises technologiques autour de San Francisco. Grâce à une ligue de volleyball d'entreprise, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des parties régulières de ma vie, compagnons de randonnée du week-end, hôtes de dîner, amis de concert. Nous avons célébré les anniversaires et les promotions ensemble, créant de nouvelles traditions détachées de mon passé douloureux. Thanksgiving est arrivé, la première grande fête depuis que j'avais coupé les ponts avec ma famille. Plutôt que de le passer seul ou d'imposer ma présence aux rassemblements familiaux des connaissances, j'ai organisé un Friendsgiving pour ceux qui n'avaient pas de projets familiaux locaux. 8 d'entre nous se sont réunis dans mon appartement, chacun apportant un plat et partageant des histoires de nos origines variées. Pour la première fois, une fête ressemblait à une véritable célébration plutôt qu'à un exercice d'endurance émotionnelle. Alors que l'anniversaire d'1 an de ma remise de diplôme approchait, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de précieux à partir des ruines du rejet familial, non seulement un succès professionnel, mais une vie structurée autour de connexions authentiques et de croissance personnelle plutôt que de la quête incessante d'approbation qui avait défini mes premières années. 9 mois après mon arrivée chez Nexus Innovation, je me suis retrouvé à fixer des données de consommation d'énergie tard un soir, bien après le départ de la plupart des collègues. L'entreprise avait fait des améliorations significatives basées sur mes optimisations antérieures, mais j'y voyais le potentiel de quelque chose de plus révolutionnaire. Nos systèmes actuels étaient efficaces selon les normes de l'industrie, mais si nous pouvions fondamentalement changer l'approche. L'idée m'est venue lors de cette session d'analyse nocturne, un algorithme d'apprentissage adaptatif capable de prédire les schémas d'utilisation et d'optimiser la distribution d'énergie à travers des systèmes domestiques intelligents interconnectés. Les systèmes traditionnels fonctionnaient selon des horaires fixes ou des commandes manuelles. Mon concept créerait un réseau intelligent qui anticiperait les besoins et redistribuerait les ressources en conséquence. J'ai passé les 3 week-ends suivants à développer un prototype, remplissant mon appartement de tableaux blancs couverts de notations mathématiques et de schémas d'architecture système. Le sommeil est devenu facultatif à mesure que le concept passait de théorique à pratique. Lundi matin, j'avais une démonstration rudimentaire qui montrait des économies d'énergie potentielles de plus de 40% par rapport à nos systèmes actuels de pointe. Approcher Marcus avec mon concept a demandé du courage. Proposer une réimagination fondamentale de notre technologie de base pouvait être perçu comme soit innovant, soit présomptueux, venant d'un employé relativement nouveau. J'aimerais avoir 30 minutes pour vous montrer quelque chose sur lequel je travaille, ai-je demandé lors de notre point hebdomadaire. Marcus a haussé un sourcil devant mon ton sérieux, mais a hoché la tête. La salle de conférence B est libre maintenant. Alors que je lui présentais mon concept, l'expression de Marcus est passée d'un intérêt poli à un enthousiasme sincère. Il a posé des questions pointues qui m'ont obligé à affiner ma pensée sur le vif.
À la fin de notre réunion impromptue, il prenait des notes rapidement. Cela pourrait être significatif, a-t-il finalement dit en se rassidant. Dans combien de temps pouvez-vous avoir une proposition formelle prête pour la direction? 3 jours, ai-je promis, planifiant déjà la présentation dans ma tête. Ces 3 jours se sont fondus dans un marathon de raffinement, de documentation et de préparation. Je quittais à peine le bureau, faisant de courtes siestes sur le canapé de la salle de repos lorsque l'épuisement devenait accablant. Jeudi après-midi, j'avais une proposition complète et une démonstration prête. La présentation à la direction était prévue pour vendredi matin, un créneau convoité généralement réservé aux chefs de projet établis. Alors que j'installais mon matériel dans la salle du conseil, j'ai remarqué que Marcus avait organisé la présence de toute la haute direction, y compris le PDG. Pas de pression, a-t-il murmuré avec un sourire. Mais cela pourrait être un tournant majeur pour toi et pour Nexus. Pendant 50 minutes, j'ai guidé l'équipe de direction à travers ma vision de ce que j'appelais le cadre adaptatif d'optimisation énergétique. J'ai démontré le prototype, expliqué les mathématiques derrière l'algorithme et présenté des projections sur les économies d'énergie et la différenciation sur le marché. Quand j'ai terminé, la pièce est restée silencieuse pendant quelques secondes inconfortables. Puis le PDG, Alan Patterson, s'est penché en avant. Combien de temps faudrait-il pour une mise en œuvre complète? Avec une équipe dédiée, nous pourrions avoir un système testable en 4 mois, prêt pour le marché en 9, ai-je répondu, ayant soigneusement calculé ces délais. Et vous voulez diriger ce projet, a-t-il demandé en étudiant mon visage. Oui, monsieur. Je crois en ce concept plus que tout ce que j'ai jamais développé. La réunion s'est terminée par l'approbation unanime d'une équipe de projet spéciale avec moi comme chef technique. En une semaine, 5 ingénieurs me rapportaient et je disposais d'un budget de développement substantiel. À 25 ans, moins d'un an après l'université, j'étais responsable de ce que le PDG appelait l'orientation future de Nexus Technologies. La réalité de cette responsabilité m'a frappé la nuit suivant la constitution de l'équipe. Assis seul dans mon appartement, j'ai connu un moment de doute paralysant. Et si le concept échouait lors de la mise en œuvre à grande échelle? Et si je ne parvenais pas à diriger efficacement? Et si j'avais survendu mes capacités? J'ai appelé Nathan, la seule personne qui comprenait vraiment par où j'avais commencé. Ils m'ont mis à la tête d'un projet majeur, ai-je expliqué, ma voix trahissant mon anxiété. Bien sûr qu'ils l'ont fait, a répondu Nathan avec un ton factuel. Ils reconnaissent ce que ta famille n'a jamais pu. Tu es exceptionnel, Damien. Tu l'as toujours été. Sa confiance m'a rassuré. Le lendemain matin, je suis entré dans notre espace de projet dédié avec une direction et un objectif clair. Le processus de développement a apporté des défis attendus. 2 mois plus tard, nous avons rencontré un obstacle important lorsque les tests en conditions réelles ont révélé des schémas d'interférence que nous n'avions pas pris en compte dans la simulation. L'équipe est devenue frustrée alors que nos progrès stagnaient. Nous devrons peut-être reconsidérer l'approche de base, a suggéré Brian, l'un des ingénieurs seniors affectés au projet. Non, ai-je répondu fermement. Le principe est solide. L'implémentation nécessite des ajustements. J'ai passé les 72 heures suivantes à réimaginer le composant de traitement du signal, en sortant avec une solution qui non seulement résolvait le problème d'interférence, mais améliorait également la réactivité globale du système. Le respect de l'équipe a visiblement augmenté après cette percée. À l'approche de notre jalon de 4 mois, les tests préliminaires ont confirmé mes projections initiales d'efficacité. Le système s'adaptait au schéma d'utilisation avec une précision remarquable, redistribuant les ressources énergétiques de manière presque intuitive. Ce qui avait commencé comme une inspiration tardive s'était transformé en une innovation brevetable avec un potentiel de bouleversement du marché. Marcus a organisé une démonstration pour notre plus grand client potentiel, une chaîne hôtelière internationale cherchant à moderniser ses installations avec des systèmes éco-énergétiques. Leur équipe technique est arrivée sceptique mais est repartie visiblement impressionnée. Votre solution pourrait nous faire économiser des millions par an dans toutes nos propriétés, a noté leur directeur de la durabilité. Quand pouvez-vous commencer la mise en œuvre? La démonstration réussit à catalyser l'intérêt d'autres clients majeurs. Notre calendrier de projet s'est accéléré à mesure que la demande du marché augmentait. Mon équipe est passée à 15 ingénieurs et je me suis retrouvé dans des réunions stratégiques avec des dirigeants qui appréciaient mon expertise technique et ma vision. 6 mois après le début du projet, TechInnovat, une publication de référence de l'industrie, a demandé une entrevue sur notre approche révolutionnaire.
L'article qui en a résulté, La révolution énergétique de Nexus Innovation, dirigé par un ingénieur prodige, présentait mon portrait aux côtés de citations sur la réussite technique et les implications sur le marché. L'article a attiré l'attention de la National Innovation Foundation, qui m'a nominé pour le prix du jeune innovateur de l'année, une reconnaissance prestigieuse généralement décernée à des chercheurs ou entrepreneurs établis avec des années d'expérience industrielle. Lorsque la lettre de nomination officielle est arrivée, Marcus me l'a personnellement livrée à mon bureau. C'est extraordinaire, a-t-il dit, une fierté sincère dans la voix. Toute l'entreprise est derrière vous. La reconnaissance s'accompagnait d'une invitation à présenter lors du sommet annuel de l'innovation à San Francisco, où le prix serait annoncé parmi 5 finalistes. Préparer cette présentation tout en continuant à diriger le projet a étiré mes capacités à leurs limites. Mais l'opportunité était trop importante pour être abordée avec autre chose qu'un engagement total. Au milieu de ce tourbillon professionnel, j'ai rencontré Sofia Reyes, une brillante conceptrice de produits qui avait rejoint Nexus pour travailler sur l'interface utilisateur de notre nouveau système. Contrairement à beaucoup de collègues qui semblaient intimidés par ma montée en puissance rapide, Sofia a abordé notre collaboration avec une égalité confiante, remettant en question mes hypothèses et améliorant notre produit grâce à des principes de conception réfléchis. Les utilisateurs se soucient peu de l'élégance algorithmique, a-t-elle souligné lors d'une séance de conception animée. Ils se soucient de l'interaction intuitive et des résultats fiables. Sa perspective a équilibré mon orientation technique, et notre relation professionnelle s'est progressivement étendue au-delà des discussions de projet. Nous avons commencé à partager des déjeuners, à discuter des livres que nous avions tous deux lus, et finalement à passer des week-ends à explorer les quartiers et les musées de San Francisco. Sofia comprenait l'ambition et la complexité familiale de façon que d'autres ne pouvaient pas élever par une mère célibataire qui avait tout sacrifié pour son éducation. Elle portait à la fois une profonde appréciation et le poids de ses sacrifices. Le succès est compliqué lorsqu'il est lié aux attentes de quelqu'un d'autre, a-t-elle observé lors d'une conversation sur mon éloignement familial. Vous construisez quelque chose de remarquable selon vos propres termes. Cela demande un courage extraordinaire. Sa compréhension et son soutien ont fourni une base pendant la phase de plus en plus publique de ma carrière. Alors que l'attention des médias autour de notre innovation grandissait, je me suis retrouvé à donner des présentations lors de conférences industrielles, à participer à des panels techniques et à représenter Nexus auprès d'investisseurs potentiels. La veille du sommet de l'innovation, je me tenais à la fenêtre de mon appartement, regardant le panorama de San Francisco. Pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme, je me suis permis de me demander si ma famille avait vu des articles ou des mentions de mon travail. Savait-elle pour la nomination? Sans souci réel si elle le savait? Les questions portaient moins de douleur qu'elles ne l'auraient fait autrefois. Leur approbation, si désespérément recherchée pendant tant d'années, était devenue de plus en plus sans importance pour mon sentiment d'accomplissement. Ce qui comptait maintenant, c'était la réalité que j'avais créée, une technologie qui ferait une différence significative, des collègues qui respectaient mes capacités, des amis qui valorisaient mon moi authentique, et la confiance croissante issue de la construction du succès selon mes propres termes. Le sommet de l'innovation était prévu début octobre, presque exactement un an après avoir coupé les ponts avec ma famille. À l'approche de l'événement, je me suis entièrement concentré sur la préparation de ma présentation et la gestion de l'équipe de mise en œuvre grandissante chez Nexus. La nomination avait rehaussé le profil de notre projet, apportant à la fois des opportunités passionnantes et un examen plus approfondi. 3 semaines avant le sommet, un courriel inattendu est arrivé dans mon compte personnel. Le nom de l'expéditeur, Tyler Walker, a fait accélérer mon cœur. Après près d'1 an de silence, mon frère avait trouvé un moyen de me contacter. L'objet disait simplement « J'ai vu l'article sur toi ». Pendant plusieurs minutes, j'ai fixé l'email non lu, le curseur planant au-dessus du bouton supprimer. Une partie de moi voulait effacer cette intrusion de ma vie soigneusement reconstruite. Une autre partie, une voix que je pensais avoir réduite au silence, murmurait des liens familiaux et des émotions non résolues. Finalement, je l'ai ouvert. Damien, j'ai vu ton profil dans Tech Innovat. Je ne savais pas que tu faisais un travail aussi important. J'aimerais parler si tu es disposé. Les choses ont changé, Tyler. La brièveté et le manque d'excuses étaient typiques de Tyler, mais l'initiative de me contacter ne l'était pas. Mon frère n'avait jamais été du genre à faire le premier pas pour résoudre les conflits. Cette déviation du schéma m'intriguait presque autant qu'elle m'irritait. J'ai fermé l'email sans répondre et je suis allé à la salle de sport, m'entraînant intensément pendant que je traitais mes sentiments conflictuels. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé Nathan pour avoir son avis.
Il te voit recevoir une reconnaissance publique et il veut soudainement parler, a observé Nathan avec scepticisme. C'est ma première pensée aussi, ai-je admis. Mais quelque chose me semble différent. Tyler ne prend jamais l'initiative. Après des conversations similaires avec Sophia et ma thérapeute, j'ai élaboré une brève réponse neutre. Tyler, merci de m'avoir contacté. Je suis ouvert à une communication limitée, mais j'ai besoin de comprendre tes intentions. Ma vie a évolué positivement depuis les événements de l'année dernière. Damien, sa réponse est arrivée en quelques heures. Pouvons-nous nous rencontrer en personne? J'ai déménagé à San Francisco pour un emploi il y a 3 mois. Beaucoup à discuter, un café quelque part de public. La révélation que Tyler vivait dans la même ville depuis des mois sans me contacter jusqu'à ce qu'il voie l'article a confirmé mes soupçons sur ses motivations. Pourtant, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai accepté de nous rencontrer dans un café neutre à mi-chemin entre nos lieux de travail. Le jour de notre rencontre est arrivé avec une anxiété inattendue. Je suis arrivé en avance, sélectionnant une table avec une vue dégagée sur l'entrée et plusieurs issues de secours. Un choix stratégique que ma thérapeute analyserait probablement plus tard. À midi pile, Tyler est entré. Il avait changé. Le vantard confiant qui avait toujours caractérisé ses mouvements était diminué. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une tenue de bureau standard, et il semblait plus mince, avec des cernes sombres sous les yeux suggérant le stress ou un manque de sommeil. « Damien » a-t-il dit, s'approchant de la table avec une nervosité visible. « Merci d'avoir accepté cela. Notre conversation initiale était maladroite, des échanges en surface sur la météo, la ville, depuis combien de temps il était à San Francisco. J'ai attendu, le laissant naviguer vers le véritable but de cette réunion. Finalement, après que son café fut à moitié bu, Tyler a soupiré profondément. « Je te dois des excuses. » Plusieurs, en fait. « Pourquoi, ai-je demandé, peu disposé à lui faciliter les choses. » Pour la chose de la remise des diplômes, pour commencer. C'était mal. Nous aurions dû être là. Tu es allé à New York à la place, ai-je déclaré froidement. Tyler a eu un mouvement de recul. Oui, c'était. Je n'avais pas pleinement compris à l'époque ce que cela représentait pour toi. Maman et papa ont toujours fait comme si les affaires de famille ne t'intéressaient pas. Ils avaient tort. Je le sais maintenant. Il a hoché la tête. Écoute, beaucoup de choses ont changé depuis que tu as coupé les ponts. J'ai réalisé certaines choses sur notre famille qui ne sont pas confortables. Tyler a expliqué qu'après l'obtention du diplôme, il avait eu du mal à trouver un emploi malgré son diplôme en commerce de NYU. Nos parents l'avaient d'abord soutenu financièrement pendant qu'il trouvait sa voie. Mais à mesure que les mois passaient sans progrès, leur patience s'est amincie. Ils ont commencé à demander pourquoi je ne pouvais pas être plus comme toi. Concentré, déterminé, réussi dès la sortie de l'école, a-t-il expliqué avec une ironie évidente. Le traitement d'enfant d'or s'est estompé assez vite quand je ne répondais pas aux attentes. Il avait finalement trouvé un poste de niveau débutant dans une société de services financiers à San Francisco, choisissant délibérément la distance avec nos parents, qui étaient devenus de plus en plus critiques quant à l'avancement de sa carrière. Je vis avec 2 colocataires dans un appartement minable, je paie mes propres factures pour la première fois, a-t-il admis. C'est un électrochoc sur tout ce qui m'a été donné avant. Alors qu'il parlait, j'ai reconnu le processus de croissance douloureux qu'il traversait. Le même règlement de compte avec la réalité que j'avais gérée des années auparavant, mais sans le coussin du soutien parental. Es-tu toujours en contact avec eux, ai-je demandé. Des appels limités pour les fêtes, des mises à jour occasionnelles. Ils savent que je suis dans la même ville que toi. Ils suivent ta carrière, tu sais. Cette révélation m'a surpris. Suivre comment? Tes annonces publiques sur LinkedIn, l'article de Tech Innovat était affiché sur le bureau de papa quand je lui ai rendu visite à Pâques. L'image de mon père affichant mes réussites professionnelles sans faire d'efforts pour se réconcilier a créé une émotion complexe que je ne pouvais pas nommer immédiatement. Ils sont trop fiers pour tendre la main, a continué Tyler. Mais ils parlent de toi. Ils te googlisent. Ils savent qu'ils ont merdé. Et toi? Pourquoi t'adresses-tu à moi maintenant? Tyler a baissé les yeux vers sa tasse vide. En partie parce que voir cet article m'a fait réaliser à quel point tu m'as manqué de connaître mon frère. En partie parce que je galère ici et que tu es la seule famille dans cette ville.
Surtout parce que je dois m'excuser d'avoir fait partie d'un système qui t'a blessé si longtemps. Son aveu manquait du ton défensif qui avait caractérisé nos interactions précédentes. Pour la première fois peut-être, Tyler semblait me voir clairement, non pas comme un concurrent ou un obstacle, mais comme quelqu'un qui avait subi une véritable douleur à cause de la dynamique de notre famille. Je ne demande pas que nous soyons meilleurs amis, a-t-il précisé. Juste peut-être que nous pourrions parler occasionnellement, apprendre à nous connaître en tant qu'adultes sans l'influence de nos parents. J'ai réfléchi attentivement à sa demande. Je suis prêt à essayer un contact limité, mais j'ai besoin que tu comprennes que j'ai construit une vie qui fonctionne pour moi. Je ne cherche pas à recréer des dynamiques familiales qui étaient nuisibles. Tyler a hoché la tête, le soulagement visible sur son visage. C'est juste. Plus que juste. Alors que notre conversation touchait à sa fin, il a mentionné le prochain sommet de l'innovation. J'ai vu que tu es finaliste pour ce prix. C'est une grande chose, n'est-ce pas? Oui, ai-je reconnu. L'un des 5 finalistes au niveau national. Serait-ce complètement inapproprié si j'y assistais? Le site web indique que c'est ouvert au public avec inscription. La question m'a pris au dépourvu. Mon instinct immédiat était le refus, gardant mon triomphe professionnel séparé de la famille qui avait minimisé mes réalisations. Mais quelque chose dans l'expression de Tyler, un désir sincère de témoigner plutôt que de s'approprier mon moment, m'a fait hésiter. Tu peux assister, ai-je dit finalement, mais je dois me concentrer sur la présentation et les juges. Ne t'attends pas à beaucoup d'interactions. Compris, a-t-il accepté rapidement. Je veux juste voir mon frère faire son truc. Aucune interférence. Alors que nous nous séparions devant le café, Tyler a ajouté, pour ce que ça vaut, maman et papa ont peut-être regardé la diffusion en direct. La fondation diffuse les présentations des finalistes, n'est-ce pas? La pensée que mes parents regardaient à distance ajoutait une autre couche de complexité à l'événement déjà très stressant. J'ai hoché la tête sans commenter et je suis retourné au travail, mon esprit tourbillonnant d'implications. Ce soir-là, j'ai discuté de la réunion avec Sophia autour d'un dîner dans son appartement. Ça va si ta famille réapparaît soudainement aux abords de ta vie, m'a-t-elle demandé directement. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut maintenir la rupture nette. Une autre partie se demande s'il y a un moyen d'avoir un lien sans retomber dans les vieux schémas. Les gens peuvent changer, a-t-elle offert. Mais les relations ne fonctionnent que lorsque tout le monde reconnaît la réalité de ce qui s'est passé, pas seulement ce qu'il souhaite qu'il se soit passé. Sa sagesse, comme toujours, a apporté de la clarté. Je n'étais pas prêt à reprendre entièrement contact avec mes parents, mais l'initiative de Tyler suggérait des possibilités pour une nouvelle relation plus honnête, basée sur le respect mutuel plutôt que sur les rôles assignés de notre enfance. À l'approche du sommet, je me suis concentré sur la préparation de ma présentation tout en traitant la reconnexion inattendue avec Tyler. Quoi qu'il arrive avec ma famille, j'avais bâti une vie et une carrière selon mes propres termes. La nomination au prix validait non seulement mon innovation technique, mais aussi la réinvention personnelle qui l'avait rendue possible. La matinée du sommet de l'innovation s'est levée claire et lumineuse. Le soleil californien filtrait à travers les fenêtres de mon appartement alors que je révisais une dernière fois mes notes de présentation. L'événement allait rassembler des leaders de la technologie de tout le pays au centre d'innovation prestigieux de San Francisco, avec des centaines d'autres regardant via le flux en direct. Je me suis habillé avec soin dans le costume anthracite que Sophia m'avait aidé à choisir, assorti d'une cravate bleue subtile, qui fait ressortir tes yeux sans être distrayante, comme elle l'avait dit. Les présentations des finalistes devaient commencer à 10 heures, l'annonce du prix étant prévue pour 2 heures de l'après-midi. Sophia avait insisté pour me conduire au lieu de l'événement. Tu dois te concentrer sur ton contenu, pas sur le stationnement, a-t-elle raisonné. Pendant le trajet, elle a maintenu une conversation légère sur les projets du week-end et un nouveau restaurant qu'elle voulait essayer, évitant délibérément d'ajouter à mon énergie nerveuse avant la présentation. Alors que nous approchions du lieu, j'ai aperçu les bannières de la Innovation Foundation et la foule d'attendus. Prêt à changer le monde de la technologie, a demandé Sophia avec un sourire de soutien. Aussi près que je le serai, ai-je répondu, soudain conscient du chemin parcouru depuis le fils négligé cherchant validation jusqu'à l'ingénieur confiant se préparant à présenter des travaux révolutionnaires sur une scène nationale. La salle principale du centre d'innovation avait été transformée en un espace de présentation élégant avec 5 sections distinctes dédiées à chaque finaliste. Notre espace présentait le branding Nexus à côté de démonstrations du cadre adaptatif d'optimisation énergétique en action. Marcus et plusieurs membres de l'équipe de direction étaient déjà arrivés,
examinant les unités de démonstration et accueillant les premiers participants. L'étoile arrive, a lancé Marcus, s'approchant avec une poignée de main tendue. Les juges t'attendent avec impatience. Bon signe. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou de présentation, de discussions techniques avec des participants curieux et de coordination finale avec l'équipe de présentation. 10 minutes avant l'heure prévue de ma présentation, je me suis excusé pour me rendre dans la salle de préparation pour un moment de concentration silencieuse. Alors que je relisais mes notes une dernière fois, j'ai entendu un léger coup à la porte. M'attendant à un membre du personnel avec des mises à jour sur le timing, j'ai dit « Entrez ». La porte s'est ouverte pour révéler Tyler, l'air mal à l'aise dans un costume légèrement trop grand pour sa carrure. « Salut », a-t-il dit maladroitement, « je voulais juste te souhaiter bonne chance. Je serai au dernier rang. » La vue de mon frère dans ce contexte mon monde professionnel, où j'avais établi ma valeur indépendamment des liens familiaux, créait une étrange dissonance cognitive. Pendant un bref instant, le passé et le présent sont entrés en collision inconfortablement. « Merci », ai-je réussi, en gardant un ton professionnel. « J'apprécie que tu sois venu. » Il a hoché la tête, semblant comprendre mon besoin d'espace. « Tu vas y arriver », a-t-il ajouté avant de fermer doucement la porte. Quelques minutes plus tard, j'ai été présenté à des applaudissements enthousiastes et j'ai pris ma place au centre de la scène. Balayant l'audience, j'ai repéré des visages familiers, Sophia au 3e rang, Nathan qui était venu pour l'événement, Marcus et l'équipe Nexus, et tout au fond, Tyler, attentif et quelque peu déplacé. Pendant 20 minutes, j'ai guidé l'audience à travers le développement et la mise en œuvre de notre système d'optimisation énergétique, expliquant des concepts techniques complexes en termes accessibles tout en démontrant des applications réelles et leur impact. Les questions des juges étaient pénétrantes mais justes, me permettant de mettre en lumière à la fois l'élégance mathématique et les avantages pratiques de l'innovation. Alors que je concluais sous de forts applaudissements, j'ai ressenti une vague de satisfaction indépendante du résultat de la compétition. Qu'il gagne ou non le prix, cette présentation représentait l'aboutissement d'années de travail et de croissance personnelle. Les présentations restantes se sont déroulées tout au long de la matinée, chacune présentant des innovations impressionnantes dans divers domaines. Après un déjeuner de réseautage où j'ai à peine mangé, me concentrant plutôt sur les conversations avec des leaders de l'industrie intéressés, nous nous sommes réunis dans la salle principale pour l'annonce du prix. La directrice de la fondation, Dr Eleanor Hughes, est montée sur scène avec une enveloppe scellée. Le prix du jeune innovateur de cette année revient à une personne qui a réimaginé la gestion de l'énergie de manière à impacter les industries, de la construction résidentielle à l'hôtellerie en passant par les soins de santé. Son travail démontre non seulement une brillance technique, mais aussi une application pratique qui peut réduire considérablement la consommation d'énergie dans le monde entier. Une pause, puis, le lauréat de cette année est Damien Walker pour le cadre adaptatif d'optimisation énergétique. La salle a éclaté en applaudissements alors que je me dirigeais vers la scène, l'esprit curieusement calme malgré l'importance du moment. Alors que le docteur Hughes me tendait le prix de cristal et posait pour les photographies, j'ai cherché à nouveau dans l'audience. Sophia se tenait là, applaudissant avec enthousiasme. L'équipe Nexus semblait triomphante, et au fond de la salle se tenait Tyler. Son expression un mélange complexe de surprise, de fierté et de quelque chose qui ressemblait remarquablement à du regret. Mon discours d'acceptation fut bref mais sincère, reconnaissant le soutien de Marcus, de mon équipe chez Nexus, et des amis devenus ma famille quand j'en avais le plus besoin. En quittant la scène, portant le prix substantiel, j'ai été intercepté par des journalistes, des leaders de l'industrie et des partenaires potentiels, chacun désireux de discuter des applications et des possibilités futures. Près d'une heure s'est écoulée avant que je ne puisse me dégager de ces conversations. Alors que la foule commençait à se disperser, j'ai repéré Tyler attendant toujours près du fond de la salle, semblant de plus en plus déplacé au milieu des cadres technologiques qui partaient. Quand je me suis approché de lui, ses premiers mots m'ont pris au dépourvu. « Comment as-tu réussi tout ça ?» a-t-il demandé. Une perplexité sincère dans la voix. Aucune connexion, aucun soutien familial, rien qui ne t'ait été donné. Comment ? Cette question reflétait la différence fondamentale dans notre éducation. Tyler n'arrivait vraiment pas à concevoir l'accomplissement sans l'aide et la validation qu'il avait toujours reçue. Je n'avais pas le choix, ai-je répondu simplement. Il n'y avait pas de filet de sécurité, personne sur qui compter. L'excellence n'était pas une option pour moi. Tyler a hoché lentement la tête, traitant cette réalité. Maman et papa ont regardé le flux en direct, a-t-il dit après un moment. Papa m'a envoyé un texto pendant ta présentation,
il a dit, je cite, « Nous n'avions aucune idée de ce dont Damian était capable. » J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Je leur montre ce dont je suis capable depuis toute ma vie. Ils n'ont jamais fait attention. Ils font attention maintenant, a répondu Tyler. Ils ont demandé si tu accepterais de prendre un appel de leur part. La requête est restée suspendue entre nous, chargée de décennies d'histoires compliquées. Une partie de moi voulait refuser catégoriquement, pour protéger l'indépendance que j'avais lutté si durement pour établir. Une autre partie reconnaissait une opportunité de m'engager à partir d'une position de force plutôt que de besoin. Pas aujourd'hui, ai-je décidé. Ce jour concerne mon travail, pas le drame familial, mais peut-être dans quelques semaines. Nous pourrons en discuter. Un soulagement a envahi le visage de Tyler. C'est juste. Plus que juste. Alors que notre conversation se terminait, il a mentionné le prochain sommet de l'innovation. J'ai vu que tu es finaliste pour ce prix. C'est une grande affaire, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Alors que nous quittions le lieu ensemble, Tyler a demandé quels étaient mes projets pour célébrer. J'ai mentionné le dîner que Nexus avait organisé avec des membres clés de l'équipe et des partenaires. Ça a l'air super, a-t-il dit, un enthousiasme sincère dans la voix. Tu mérites chaque once de cette reconnaissance, Damian. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps pour le voir. Nous nous sommes séparés avec une poignée de main maladroite mais sincère, convenant de nous retrouver pour un café la semaine suivante. Alors qu'il s'éloignait, j'ai ressenti une étrange légèreté. Pas le pardon exactement, mais peut-être le début d'un nouveau chapitre, libéré du ressentiment qui avait alimenté tant de ma motivation. Sophia m'attendait près de sa voiture, souriant largement lorsqu'elle a aperçu le prix dans mes mains. « Félicitations, monsieur jeune innovateur », a-t-elle lancé. « Prêt pour votre dîner de célébration ?» Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré avec un SMS de Tyler. Les parents demandent si je peux venir le mois prochain. Seulement si tu es prêt, a dit Sophia en voyant le message. Aucune pression dans un sens ou dans l'autre. Je lui ai montré le message. Qu'en penses-tu? Elle a réfléchi attentivement avant de répondre. Je pense que tu es en position de fixer les termes de toute relation maintenant, à partir d'une position de force, pas de besoin. Quoi que tu décides, fais-le parce que c'est juste pour toi, pas par obligation. 3 semaines plus tard, j'ai accepté un dîner avec mes parents dans un restaurant neutre. La conversation était hésitante, inconfortable, mais nécessaire. Mon père, pour la première fois de ma mémoire, a reconnu son favoritisme et les dommages qu'il avait causés. Ma mère a pleuré quand je leur ai décrit avoir regardé leurs publications sur les réseaux sociaux depuis New York pendant ma remise de diplôme. Nous avons fait terriblement mal les choses, a admis mon père. Voir ton travail, ce que tu as accompli malgré nos échecs en tant que parents, nous avons tellement à rattraper. Vous ne pouvez pas le rattraper, leur ai-je dit honnêtement. Mais nous pouvons décider quel type de relation est possible à l'avenir, avec des limites et des attentes claires. Nous n'avons pas quitté ce dîner en tant que famille guérie. Ce que nous avons établi à la place, c'était une nouvelle connexion tentative basée sur des relations adultes plutôt que sur des dynamiques parents-enfants. J'ai maintenu mon indépendance tout en autorisant un contact limité sous des conditions qui respectaient mes limites. Dans les mois qui ont suivi, mon innovation a été mise en œuvre dans de multiples industries, générant un impact environnemental significatif et un succès financier pour Nexus. J'ai été promu au poste de directeur de l'innovation, dirigeant un département axé sur les solutions énergétiques de nouvelle génération. Sophia et moi sommes passés de collègues à un couple engagé, emménageant dans un appartement à San Francisco avec vue sur la baie. Tyler et moi avons développé une amitié prudente, nous rencontrant chaque semaine pour un café ou des matchs de basketball occasionnels. Il luttait professionnellement par rapport à ma trajectoire, mais a trouvé sa propre voie dans la gestion d'organisations à but non lucratif. Finalement, notre relation, libérée de la dynamique compétitive que nos parents avaient créée, est devenue une relation de respect mutuel et de plaisir sincère occasionnel. Mes parents sont restés plus distants. Appels occasionnels, visites rares, toujours selon mes conditions. Ils n'ont jamais entièrement compris la profondeur des dommages causés par leur favoritisme, mais ils ont reconnu suffisamment pour aborder notre relation avec humilité plutôt qu'avec droit. Le prix de l'innovation est devenu juste une étape dans une carrière définie par une contribution significative plutôt que par une quête désespérée de validation. Chaque accomplissement apportait une satisfaction selon ses propres termes, et non comme un substitut à l'approbation que j'avais autrefois si désespérément recherchée.
En regardant l'année qui a transformé ma vie, de l'absence douloureuse à la remise des diplômes à la cérémonie de remise de prix triomphale, j'ai réalisé que le plus grand cadeau de ma famille était paradoxalement le rejet. Cela m'a forcé à construire une vie selon mes propres termes, à chercher la valeur dans mes propres capacités plutôt que dans la validation externe. Bien que je n'oublierai jamais la douleur d'être laissé pour compte, je suis reconnaissant pour le feu qu'il a allumé en moi. La plus grande vengeance n'est pas de leur montrer ce qu'ils ont manqué. C'est de découvrir ce que vous n'auriez jamais cru pouvoir devenir.